Nous sommes vendredi 24 avril 2020. Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs. Bienvenue à cette nouvelle édition de la télévision Renaissance. D'abord, les titres pour commencer. Selon le parti CNDD-FDD, maintenant il est grand temps de commencer à travailler pour le pays. Évariste Ndayishimiye, le candidat de son parti au présidentiel, dit que les 15 ans que le parti CNDD-FDD vient de passer au pouvoir, c'était une période d'observation. Des propos non convaincants, selon le journaliste écrivain David Gakunzi, qui voit plutôt qu'Évariste Ndayishimiye ferait mieux d'aller dans la voie de réhabiliter les accords de paix d'Arusha et de renouer avec la culture de dialogue inclusif. Même si la violence politique envers les partis politiques d'opposition est de plus en plus fréquente au Burundi, le président de la CENI, quant à lui, est satisfait du comportement des différents partis politiques à l'approche des élections. L'ombudsman Edouard Nduwimana accuse certaines institutions de l'exécutif de ne pas respecter les recommandations du bureau de l'ombudsman, une attitude déplorable selon l'ombudsman. Dans un instant, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les 15 ans que le parti CNDD-FDD vient de passer au pouvoir sont considérés par ce dernier comme un apprentissage. Propos d'Évariste Ndayishimiye, candidat du parti CNDD-FDD aux élections présidentielles de mai prochain, qui annonce un début du changement. Des propos qui sont réfutés par l'écrivain burundais David Gakunzi. Pour lui, la seule voie de sortie pour Ndayishimiye, c'est de revenir sur les accords de paix d'Arusha et le dialogue politique. Bertrand Ngendakuriyo. Pendant ces 15 ans au pouvoir, le CNDD-FDD s'est évertué d'observer. Et pour Évariste Ndayishimiye, c'est maintenant qu'ils vont commencer à travailler pour résoudre les problèmes qu'ils ont constatés. Nous venons de passer 15 ans à identifier les problèmes qu'il faut face le pays. Et maintenant vient donc le moment du démarrage des travaux pour résoudre les défis observés. Toutes ces 15 années, on était dans le processus d'apprendre en faisant. Dans notre nature, nous étudions le terrain état dedans. Pour l'écrivain David Gakunzi, qui suit de près la politique de la région et en particulier celle du Burundi, Évariste Ndayishimiye fait un aveu que le pouvoir CNDD-FDD n'était pas compétent pour gérer les affaires du pays. Si donc Évariste Ndayishimiye veut faire partie de la solution, il doit impérativement restaurer l'accord d'Arusha et accepter le dialogue politique. Quand on est au pouvoir, ce n'est pas pour apprendre en faisant. On est au pouvoir, on vient au pouvoir parce qu'on a les compétences pour exercer ce pouvoir-là. Donc quelque part, il fait l'aveu que ce pouvoir-là n'était pas compétent pour gérer les affaires politiques concernant le Burundi. Je dirais en général que la question qui se pose aujourd'hui est simple. Est-ce que Évariste Ndayishimiye sera partie de la solution? Est-ce qu'il fera partie de la solution ou est-ce qu'il fera partie du problème burundais? S'il assume les 15 ans du CNDD-FDD sans critique, ça voudra dire qu'il prend le chemin du problème, de faire partie du problème du Burundi. Et dans ce cas-là, il risque de rencontrer les mêmes problèmes, les mêmes difficultés qu'a connu son prédécesseur. Il risque de rester confiné, de rester isolé internationalement. La seule voie de la raison, c'est d'ouvrir un nouveau chapitre pour le Burundi. Et revenir sur l'accord d'Arusha, revenir sur le dialogue politique, libérer les jeunes qui sont dans les prisons et traduire en justice tous les gens qui ont commis les crimes qu'on a vus tous depuis 2015. Donc c'est à Évariste Ndayishimiye de savoir ce qu'il veut. Ou il va être un président qui marche dans les traces de Nkurunziza, ou il va être un grand président pour le Burundi, ouvrir un nouveau chapitre pour le Burundi. Et dans ce cas-là, il faut qu'il rompe avec l'héritage du CNDD-FDD. Les propos d'Évariste Ndayishimiye contredisent son engagement à l'endroit de Pierre Nkurunziza. Le candidat du CNDD-FDD avait juré devant les Bagumyabanga qu'il ne trahira jamais son prédécesseur. Si tant est que l'actuel président a passé 15 ans à ne faire qu'observer, et cela qu'Évariste Ndayishimiye appelle le travail qu'il promet de faire. Wait and see. Merci à notre confrère Bertrand Ngendakuriyo. Le silence de la CENI sur les plaintes de l'opposition et sur les actes de violence politique. Le président de la Commission nationale électorale a félicité les partis politiques sur les bonnes conduites et donc sur le respect du code de conduite qu'ils ont signé entre eux. Mais Pierre Claver Kazihise n'a pas dit un mot sur les protestations des partis politiques de l'opposition. Reportage avec Franck Kazé. Pour d'aucuns, la scène est du déjà-vu. Tellement la commission en charge des élections a tenu des réunions avec les partis et organisations impliqués dans le processus électoral.
Et pour beaucoup, les discours du président de la CENI sont la preuve évidente qu'il ne veut rien voir ni entendre. Ses propos sont sans nuance, comme si de rien n'était, dans le meilleur des mondes. Il y a un code de conduite que vous avez vous-même signé en présence de l'administration territoriale. Maintenant, nous vous félicitons, parce que ce que nous avons convenu, ce à quoi vous vous êtes engagé, tout est en train de se réaliser. Continuez ainsi, jusqu'à la tenue des élections, même aux suivantes, qu'elles se tiennent dans le calme. Parce que les Burundais souhaitent que les élections se déroulent dans l'entente, la liberté et la paix. Et pourtant, l'opposition n'a de cesse de se plaindre. Au premier rang, le CNL, victime par excellence des actes de violence politique, avec des assassinats, des emprisonnements abusifs et les harcèlements quotidiens dont ses membres font l'objet depuis belle lurette. Et pour la énième fois, le parti a organisé un point de presse pour dénoncer cet état de fait ce jeudi. Le parti CNL est plus inquiété d'un phénomène nouveau de chasse et de traque visant essentiellement ses candidats aux élections à différents niveaux, ainsi que les mandataires aux différents bureaux de vote, au CSI et au CEPI proposés par le parti CNL. S'agissant des cas d'assassinat et de disparition forcée de ces militants, sans être exhaustif, le parti CNL en dénombre plus d'une dizaine de tués et plus de 10 enlèvements et disparitions forcées. On citerait quelques cas essentiellement dans les provinces de Bujumbura, à Mubimbi, à Isale, Muchimbuze, Nyabiraba, dans la province de Ngozi, commune Marangara et Nyamurenza, dans la province de Gitega, à Jansoro, dans la province de Muyinga, Giteranyi, Gasogo et Butirinda, dans la province de Kayanza, commune Kayanza et Matongo, dans la province de Rumonge, en commune Rumonge, en mairie de Bujumbura, dans la zone Kamenge, dans la province de Rigi, commune Bweru, Rutana, dans la commune Giharo, Bubanza, dans la commune Gihanga, Kirundo, Changuzo, etc. Et la question, pourquoi ce silence de la CENI devant une évidence qui crève les yeux? Une certaine opinion va jusqu'à dire que c'est parce que la commission elle-même n'est pas exempte de fautes. Fatigués du silence qu'ils qualifient de coupable de la CENI, certains, comme la coalition Kira Burundi, s'adressent au président de la République en personne. À moins d'un mois des élections, le désespoir est grand pour nombre d'opposants qui estiment que les dés sont déjà jetés et que la CENI joue le jeu d'un seul camp. Mais d'autres, loin de jeter l'éponge, se jettent à corps perdu dans une course dont ils espèrent tirer, malgré tout, leur épingle du jeu. Merci aussi à Franck Kazé. Un nouveau cas contaminé du coronavirus au Burundi a été annoncé ce vendredi par le ministère de la Santé publique. Il s'agit d'un stagiaire dans le service de chirurgie à l'hôpital clinique Prince Louis Rwagasore. Ce nouveau cas ramène à 12 le nombre de personnes testées positives au Covid-19 au Burundi. Parmi celles-là, 4 cas guéris et un seul cas de mort. C'est insensé qu'un ministre ose dire à la population que c'est Dieu qui protège du coronavirus. C'est un coup de gueule de la chanteuse burundaise Kajanine, scandalisée par les discours de nombreuses autorités sur la pandémie. Pour l'artiste, le virus est tellement dangereux qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Kajanine recommande donc d'observer strictement les mesures de protection. Il s'est répandu partout. Même en Australie, il est en train de décimer les gens. Rien qu'aujourd'hui, il a tué plus de 3000 personnes aux États-Unis, plus de 700 en France, plus de 500 en Belgique, 1 millier en Espagne. Et c'est pareil ailleurs dans le monde, parce que cette maladie n'a toujours pas de traitement. Et puis, vient un ministre burundais qui ose dire aux gens que c'est Dieu qui les guérira de ce virus. Est-ce que cette personne peut dire quelque chose de sensé? Il vous mente. Laissez-moi vous dire, mes sœurs et frères, puisqu'on ne peut pas le soigner, la seule chose qu'on peut faire, c'est respecter les mesures, qui ne sont même pas nombreuses et accessibles à tous. Premièrement, se laver correctement les mains avec du savon, au moins 4 fois par jour. Autre chose, essayez de rester à la maison, si possible. Envoyez une seule personne au marché qui va faire des achats pour tout le monde, pour ne pas aller vous bousculer au marché ou dans des bus et vous contaminer entre vous.
Et puis, essayons de garder une distance d'au moins 1,5 mètre entre nous. Et enfin, portez le masque. Ils sont devenus rares, même en Europe. Ni masque munazumva. Ni buraya zahabutse. Masque zahabutse buraya n'ufise amana yo kuzigurira yazibutse. Toujours sur la page de la pandémie de coronavirus, l'Afrique a été prudente sur le plan sanitaire face à la pandémie de Covid-19, mais elle en subit d'ores et déjà les conséquences économiques. La lecture est de Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, dans un entretien accordé à la télévision France 24. Mushikiwabo assure toutefois qu'elle n'est pas favorable à une annulation de la dette des pays africains, mais qu'elle soutient que les économies du continent africain soient soutenues. Suivez-la. Dès le début de la crise, presque tous les pays africains ont pris des mesures pour se protéger, pour limiter la propagation de la maladie. Et vu la faiblesse qui existe dans certaines économies africaines, l'Afrique n'étant pas un seul pays, mais plusieurs pays avec des variantes du point de vue économique, certainement s'attend à ce que, à la fin de cette crise, c'est déjà là, les effets sont déjà là, mais à la fin de cette crise, certainement beaucoup de pièces à ramasser. Tout d'abord, concernant l'annulation de la dette, moi-même et cette équipe d'Africains internationalistes, beaucoup d'entre nous, des sommités dans le domaine de la finance et de l'économie internationale, nous demandons plutôt un moratoire, un gel sur le paiement de la dette, puisque l'Afrique, comme le reste du monde, doit trouver l'espace et le temps d'abord de s'adresser à cette question très épineuse de la maladie, et puis ensuite de remettre ces économies sur les rails. Et donc, ce ne sont pas tous les pays, c'est un bon nombre, c'est un bon début, mais cette maladie ne discrimine pas les grands, les petits, ça se voit même à travers le monde. Ensuite, le moratoire qui va jusqu'à 2020, ce n'est même pas à la fin 2020, c'est moins d'1 an. Nous aimerions beaucoup que cette période s'étende jusqu'à la fin de 2021. Ensuite, peut-être en échange franc et productif sur le secteur privé africain. Il en va aussi de la nécessité d'emploi. Beaucoup d'Africains aujourd'hui, surtout dans le secteur informel, se retrouvent sans emploi. Donc ça aussi, c'est une discussion qu'on aimerait voir entre les dirigeants africains et leurs créanciers. Pas justice pour continuer ce journal. Le dossier du défenseur des droits humains Germain Rukuki est en délibéré depuis ce vendredi, après que ce dernier ait saisi la Chambre de cassation de la Cour suprême. L'ONG Action chrétienne pour l'abolition de la torture, qui plaide pour son ancien employé, rappelle les irrégularités qui ont émaillé ce dossier. Maître Jean-Claude Niburumunsi, chargé du département juridique à la CAT, indique que la Chambre de cassation a été saisie pour corriger ces irrégularités. La Chambre de cassation se prononcera en délai 60 jours. À cette date du 24 avril 2020, la Chambre de cassation de la Cour suprême vient de prendre en délibéré l'affaire qui oppose le ministère public à l'ancien employé de la CAT, Germain Rukuki. L'arrêt va intervenir en délai 60 jours. Le pouvoir en cassation a été initié par Germain Rukuki lui-même afin que la haute juridiction du pays puisse constater les irrégularités procédurales et de fond qui ont émaillé l'affaire depuis l'instruction préjuridictionnelle jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel de Nahangwa. Entre autres illégalité constatée, je veux dire l'absence de procès équitable pourtant garanti par la loi fondamentale, je veux dire la Constitution, le Code de procédure pénale et autres outils internationaux de protection des droits humains. Nous avons constaté également l'absence des preuves des accusations du ministère public, mais malheureusement prise en compte par le juge à la grande surprise du public. Il y a eu également changement des charges du ministère public et surtout celui-ci a retenu les charges sur lesquelles le prévenu Germain Rukuki qui n'ont pas été fait l'objet d'interrogatoire. À la CAT Burundi, nous espérons que la Cour suprême, qui est une juridiction qui est au-dessus de la hiérarchie de l'architecture juridictionnelle, va constater ces irrégularités, casser l'arrêt de la Cour d'appel Nahangwa et le renvoyer pour
mettre les choses en ordre légal. Au niveau de la CAT, nous sommes conscients qu'aucune charge ne pèse sur notre collègue ex-employé de la CAT Burundi. Il est victime de la haine que le pouvoir a envers les organisations de la société civile radiées par le pouvoir, mais qui sont toujours à l'œuvre pour dénoncer les violations qui sont commises au quotidien sur la population par les agents étatiques. Certaines institutions, dont l'exécutif, ne coopèrent pas avec le bureau de l'Ombudsman. À vous, Edouard Nduwimana, Ombudsman burundais. Il présentait son bilan à l'Assemblée nationale. Il déplore le comportement de certains hauts cadres de l'État qui oublient qu'un bon leader doit être capable d'écouter les conseils des autres. Suivez Edouard Nduwimana. Si ikibazo novuga yuko ari ikibazo gikomeye cyane. Ni ikibazo bashaka dusangiye nk'inzego mwenizi z'abahuza muri Afrika aho duhura n'abandi. Je dirais que ce n'est pas très alarmant. C'est un souci que je partage par ailleurs avec mes homologues des autres pays africains. Il y en a qui résistent encore à mettre en application les recommandations de nos bureaux pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a ceux qui n'ont pas encore compris l'importance de l'institution. En Afrique, ces institutions sont nouvelles et souvent, il n'est pas facile que les gens comprennent leur rapport. Deuxièmement, le pouvoir exécutif n'aime pas qu'on s'immisce dans ses affaires et c'est compréhensible. Il y en a même des fonctionnaires de l'État, quand ils reçoivent un poste, le considèrent comme une propriété privée. Ce sont ceux-là qui sont imperméables au conseil. Ils oublient que celui qui ne peut pas écouter les autres n'a pas la sagesse d'un leader. Il est bon que les gens aient l'habitude d'écouter les conseils des autres, avoir la culture de la complémentarité des institutions. Bakamenyera yuko inzego ari magiriranire. Aha rero ni bigaragara yuko usanga ari bamwe aho bari bibaza ko ari cibare cyabo. L'Ombudsman burundais a annoncé aussi que son bureau compte entamer des enquêtes sur des magistrats qui forcent les procédures judiciaires pour qu'ils répondent aux actes devant le Conseil supérieur de la magistrature. Edouard Nduwimana dit que son institution a déjà fait une campagne de sensibilisation pour expliquer aux magistrats que la Constitution autorise au bureau de l'Ombudsman de dénoncer tout magistrat qui se méconduit auprès du Conseil supérieur de la magistrature. Encore une fois, Edouard Nduwimana. Buzashingurira uburenganzira umuhuza w'abarundi kwitura urwego rukuru rw'ubutungane. La Constitution donne à l'institution de l'Ombudsman une prérogative de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour dénoncer les magistrats qui se méconduisent dans l'exercice de leur métier. C'est dans ce cadre que nous organisons des réunions avec les magistrats et les juges des cours et tribunaux, surtout les juges des tribunaux de résidence, pour leur expliquer ces articles de la Constitution, étant donné que la plupart des cas que nous recevons de la justice révèlent que la procédure est faussée à partir des juridictions de base. Jusqu'ici, on n'a encore élaboré aucun dossier sur un magistrat parce que c'est complexe. Nous avons commencé par des réunions de sensibilisation pour leur faire comprendre les textes qui nous régissent. Mais je voulais vous annoncer que la prochaine étape est de mener des enquêtes sur des magistrats qui faussent les procédures dans les différents procès et causent des préjudices à la population, selon les informations à notre possession, pour ensuite soumettre ces cas au Conseil supérieur de la magistrature pour leur jugement. Page droit de l'homme pour clore ce journal. Les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent au vendredi 186 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance à Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harerimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à toute l'équipe de production. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Au revoir.